Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce 5e volet de l'exo de colle. Et aujourd'hui on va se pencher sur l'exercice suivant. Montrer que l'ensemble des matrices diagonalisables dans C est dense dans l'ensemble des matrices à coefficient dans C. Alors, n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo pour réfléchir déjà dans un premier temps par vous-même sur comment on pourrait résoudre cet exercice. Alors, niveau contexte, je pourrais en donner pas mal, comme rappeler ce que ça veut dire qu'une matrice est diagonalisable, rappeler ce que ça veut dire avoir un ensemble dense dans un autre. Mais globalement, je n'ai pas vraiment de contexte historique à proposer autour de cet exercice. Néanmoins, je peux déjà peut-être parler un petit peu d'une chose intéressante, c'est la question qu'on pourrait se poser. Là, j'ai posé la question dans C, et on pourrait se poser la question, est-ce que cette propriété est vraie dans R ? Donc autrement dit, ça je vais en parler quand même, est-ce que cette propriété Mn de R, enfin est-ce que l'ensemble des matrices diagonalisables, je vais l'appeler Dn, est-ce que l'ensemble des matrices diagonalisables dans R est dense dans l'ensemble des matrices à coefficient dans R? Et la réponse en fait va être non. Alors pourquoi la réponse est non? Bon, on va faire l'exemple sur n égale 2 pour bien comprendre ce qui se passe. Donc si je travaille avec n égale 2, alors considérons une matrice diagonalisable. On va dire qu'elle est diagonalisable, si on réfléchit un petit peu, ça veut dire que le polynôme est scindé. Donc si je regarde le polynôme caractéristique de x, pardon. Donc, si je regarde le polynôme caractéristique, ce que je vais obtenir, c'est donc x carré moins a plus d fois x plus le déterminant, donc ad moins bc. Donc il y a un moyen d'aller assez vite pour calculer le polynôme caractéristique. Et si je regarde le déterminant de ce polynôme caractéristique, le déterminant c'est b carré, donc b carré moins 4ac, donc on se retrouve avec ça. Et si elle est diagonalisable, ça veut dire en fait que le polynôme qui est scindé ou scindable dans R, crochet X. Donc ça signifie que le delta il est positif ou nul. Ok? Et donc delta positif ou nul, bon, c'est quand même assez restrictif. Et si je me donne une matrice dont le déterminant est négatif strict, là on va très vite comprendre pourquoi ça ne va pas être possible. Donc notamment si je prends la matrice 1, 1, moins 1, 1, son polynôme caractéristique c'est x carré moins 2x plus 2. Donc c'est assez rapide à faire, la trace est encore une fois le déterminant. Et puis si je regarde le delta, j'obtiens 4 moins 8, donc moins 4. Qui est donc négatif strict. Et donc, dire que l'ensemble des matrices diagonalisables dans R est dense dans l'ensemble des matrices à coefficient dans R, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la possibilité de construire une suite de matrices diagonalisables qui tend vers cette matrice-là. Or, calculer le discriminant, en fait, cette opération qui a une matrice associe cette chose-là, ça c'est une fonction continue, c'est un truc polynomial en les coefficients de la matrice. D'accord? Donc un truc polynomial en les coefficients de la matrice, c'est continu. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la limite de delta n, si je veux, par exemple, qui correspondrait à Mn, qui serait la suite de matrices diagonalisables qui tend vers M, eh bien, cette suite de delta, elle doit tendre vers moins 4. Or, cette suite de delta elle est toujours supérieure ou égale à 0. Donc là, on a un problème. Niveau distance, ça ne marche pas. D'accord? Donc on a un problème. La fonction, donc là, ça donne, ce que je viens d'écrire ici, donne donc une explication de pourquoi la réponse donc est non. Par contre, il y a un résultat quand même intéressant qui peut se prouver, mais qui demande des outils peut-être supplémentaires, parce que c'est pas une chose évidente à montrer. On peut mettre en avant que l'ensemble des matrices diagonalisables dans R est dense dans l'ensemble des
matrice triangulaire, ou triangularisable, devrais-je dire, dans R. Donc qu'est-ce que ça veut dire triangularisable? Ça veut dire que je peux écrire la matrice comme étant P fois T fois P-1 avec T, une matrice triangulaire supérieure ou inférieure. Donc c'est-à-dire une matrice où on a au-dessus de la diagonale que des valeurs qui sont non nulles, qui sont nulles plutôt devrais-je dire, ou en dessous de la diagonale que des valeurs qui sont nulles, peu importe. Voilà. Donc ok. Donc déjà dans R c'est faux, alors qu'est-ce qui pourrait nous laisser penser que dans C c'est vrai? Bah, si on fait un petit peu attention aux résultats que je viens de dénoncer, et qu'on se pose la question si je remplaçais R par C, bah Tn de C, c'est l'ensemble des matrices qui sont trigonalisables dans C, et en fait bah, dans C, toutes les matrices sont trigonalisables. Ce résultat vient du fait notamment que tout polynôme un coefficient dans C est scindable, ou est scindé dans C crochet X. C'est un résultat du théorème de D'Alembert, okay, qui se cache sous la propriété que je suis en train d'énoncer. Et nous allons utiliser cette propriété pour résoudre ce problème. Voilà. Donc après, je peux rappeler ce que ça veut dire être dans. Donc être dans, ça veut dire qu'on est capable de trouver une suite de matrices diagonalisable qui va tendre vers n'importe quelle matrice qu'on aura choisie au préalable dans Mn de C. Et donc c'est comme ça que nous allons chercher à faire une preuve. Hop. Et donc on passe à la résolution de l'exercice. Hop. Ok. Après, je pourrais ajouter d'autres cadres historiques, enfin, d'autres, pas vraiment historiques, mais en tout cas d'autres cadres, d'autres petites choses que je pourrais ajouter sur les résultats associés à cet exercice. Mais bon, j'aimerais passer un peu de temps sur la résolution directement. Donc, la résolution de cet exercice, on prend donc M, une matrice dans Mn de C, et comme on vient de le dire, toute matrice est trigonalisable, donc M est trigonalisable, ou triangularisable, hein, deux façons de le dire, bref. Donc trigonalisable, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il existe une matrice T triangulaire, donc je vais l'écrire Tn de C, et il existe une matrice P inversible, donc Gln de C, telle que ma matrice M s'écrit P fois T fois P-1. Ok. Je vais m'intéresser maintenant aux éléments dans la diagonale de cette matrice triangulaire. Donc, notons lambda 1, lambda 2, lambda n, les éléments de la diagonale de T. Alors bien sûr ordonnée suivant les lignes, donc lambda 1 première ligne, lambda 2 deuxième ligne, etc. Lambda n, nème ligne. Ok, alors il y a tout de suite une propriété qu'on a envie d'utiliser qui est que si les lambdas sont distincts, donc notamment si M admet n valeurs propres distinctes, alors ça veut dire que son polynôme est scindé à racine simple. Et donc ça veut dire aussi que la matrice est diagonalisable. Donc si les lambda i sont distincts, 2 à 2, alors M est directement diagonalisable. Donc là, je parle de matrice triangulaire, hein, j'ai oublié de préciser. Ici, là, quand je dis Tn de C, c'est une matrice triangulaire. Tout à l'heure, c'était trigonalisable. Là, c'est une matrice triangulaire. Ok. Désolé, je tiens à le préciser.
Donc, si les lambda i sont deux à deux distincts, la matrice est diagonalisable, et donc donner une suite qui tend vers la matrice M, une suite de matrices diagonalisables, il suffit de prendre la suite constante. Ok, donc ce cas-là, on va maintenant le laisser de côté, et supposons maintenant qu'on ait des lambdas qui sont égaux. Alors l'idée, c'est d'essayer de se ramener à ce cas-là. Le cas où on a tous les lambdas qui sont distincts. Et pour essayer de se ramener à ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer juste de modifier ce qu'il y a dans la diagonale de cette matrice triangulaire. Alors en pensant comme ça, on va vouloir considérer un t epsilon qui va être égal à t plus quelque chose dans la diagonale. Alors, on est d'accord que si je mets la même chose dans chaque élément de la diagonale, si je mets la même valeur, on ne va pas avoir des valeurs distinctes dans la diagonale. Donc on est mal parti pour réobtenir le résultat qu'on a eu juste avant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas faire une addition par n'importe quel epsilon, on va faire une addition par... Le premier, on va l'additionner par epsilon, d'accord, juste pour l'écart, on va dire. Et puis pour le reste, on va additionner par des epsilon qu'on aurait modifié un tantinet. Hop. Donc là, je viens de considérer des epsilon où à chaque fois, je divise par 2, par 3, jusqu'à par n. Je pourrais faire la même chose en multipliant par 2, par 3, par n. Ça marche aussi. Mais bon, je préférerais le faire comme ça, juste pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc là, l'idée, c'est que je suis en train d'additionner par quelque chose de différent à chaque élément de la diagonale, et que chaque élément de la diagonale tende bien vers 0, donc de façon à ce que, en effet, le t epsilon tend vers t quand epsilon tend vers 0. Histoire d'avoir toujours notre suite. Alors la première chose à dire, c'est que epsilon doit être positif. Ok ? Bon. Et puis, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est si on a deux lambdas qui sont égaux, en fait, on va s'assurer que les nouveaux lambdas qu'on a dans T, donc si je note les éléments de la diagonale de T epsilon, on va donner quand même une petite notation. Donc, notons lambda 1 epsilon jusqu'à lambda n epsilon, les éléments de la diagonale. De T. De T epsilon, pardon. Alors, si lambda i égale lambda j dans la matrice de départ, il est clair que lambda i epsilon, qui est égal à lambda i plus epsilon sur un certain r, donc peu importe où il est placé dans la diagonale, ça va être différent de lambda j plus epsilon sur s. Puisque R est différent de S, suivant dans quelle ligne nous sommes. D'accord ? Donc, en effet, si on a des valeurs propres égales sur deux lignes consécutives, par exemple, comme on n'est pas en train d'additionner par le même type d'epsilon, on s'assure que les lambdas sont différents. Maintenant, et c'est là où ça va devenir un peu plus intéressant, supposons que lambda i epsilon, qu'on n'ait pas de chance, et que lambda i epsilon soit égal à lambda j epsilon. Ok ? Supposons qu'on n'ait pas de chance. Alors si on n'a pas de chance, dans ce cas-là, j'ai lambda i plus epsilon sur r est égal à lambda j plus epsilon sur s. Donc sachant que r et s correspondent aux lignes, je viens de préciser, mais imaginons que ce sont les lignes où on voit qu'il y a des coefficients qui sont égaux. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir ? On va obtenir que lambda i moins lambda j, c'est égal à epsilon sur 1 sur S moins 1 sur R. Bon, et puis si je regarde ça en module, ce qui se passe en module, je vais obtenir que le module de lambda i moins lambda j, il est égal à epsilon fois la valeur absolue de 1 sur S moins 1 sur R. Et ça, c'est pas très difficile de noter que ce que j'ai mis en valeur absolue ici, c'est plus petit que 1. Okay ? Pourquoi ? Parce que 1 sur S moins 1 sur R, c'est plus petit que le max de 1 sur S et de 1 sur R, et donc c'est plus petit que 1. Donc en fait, au final, ce truc-là est plus petit que epsilon. Donc, plus petit même strict, si je veux. Hop.
puisque le 1 sur R et le 1 sur S sont des trucs non nuls. Je vais même mettre strict. Donc on voit quel type d'epsilon va pouvoir fonctionner. Parce que si j'impose que epsilon est plus petit que cette valeur absolue-là, que cette différence de valeur absolue-là, eh bien, on a gagné. Donc ce que je vais considérer, c'est qu'on va dire, bah, supposons, enfin, quitte à considérer epsilon assez petit, supposons que on est epsilon, donc toujours plus grand que 0 strict, mais plus petit ou égal, bon, plus petit strict si on veut, du min pour lambda et mu des valeurs propres de ma matrice M, c'était ma matrice M au départ, de valeur absolue de lambda moins mu. Notez que je n'ai pas écrit min pour i différent de j de lambda i moins lambda j. Pourquoi j'ai pas écrit ça? Parce que comme j'avais la façon dont j'ai introduit les valeurs propres, je les ai introduits, enfin la façon dont j'ai introduit les valeurs dans la diagonale, c'est les valeurs propres, hein, mais la façon dont j'ai introduit les valeurs dans la diagonale, on peut avoir des égalités. Donc on peut avoir lambda i égale lambda j. Et bah, dans ce cas-là, si j'écris min pour i différent de j de ça, bah, là on est un peu embêté. Parce que ce min, ça sera 0. Par contre, si je fais le minimum sur les valeurs propres que nous avons, donc là les valeurs propres, toutes les valeurs propres sont distinctes de ma matrice. Bon après si on n'a pas de chance, il n'y a qu'une seule valeur propre, et dans ce cas-là, s'il n'y a qu'une seule valeur propre, bah, ce min n'a aucun sens d'être, et en fait, comme... Alors on l'a pas encore... Si on l'a dit, si les lambda étaient tous égaux, bah en fait on était assuré que tous les lambda i, enfin que tous les lambda plus epsilon sur R seraient différents. Donc il n'y aurait aucun souci. Donc en fait cette condition on n'en a pas besoin. Par contre si on a deux valeurs propres qui sont distinctes dans l'ensemble des valeurs propres de T, eh bien là on va avoir besoin de cette condition supplémentaire. Mais cette condition supplémentaire est donc toujours vérifiée à condition qu'on ait epsilon suffisamment petit. Puisque ce truc-là, c'est plus grand que 0 strictement, dans le cas où on a des valeurs propres distinctes. Donc voilà, ok. Ceci étant dit, bon, bah, ça veut dire que je peux considérer cette suite de matrices triangulaires, là. Et donc je vais pouvoir conclure, grâce à un petit tour de continuité. Donc, là, je considère cette matrice-là, donc si je suis cette condition étoile, donc pour epsilon vérifiant étoile, les valeurs de la diagonale de T, epsilon, sont toutes distinctes. Et comme elles sont toutes distinctes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que T epsilon est diagonalisable. Bon, bah si T epsilon est diagonalisable, ça veut dire que M epsilon, qui est égal à P T epsilon P moins 1, bah, cette matrice-là, elle est aussi diagonalisable. dn de C, pas de R. Elle est aussi diagonalisable dans C. Or, ce n epsilon, quand epsilon tend vers 0, chose que je peux faire, puisque epsilon tend vers 0, on va toujours avoir cette condition étoile qui est vérifiée. Donc pour epsilon qui tend vers 0, le n epsilon tend vers m. Par continuité de la multiplication par des matrices à gauche et à droite, et puis par le fait que t epsilon tend vers t, quand epsilon tend vers 0. Voilà. Donc qu'est-ce que je peux conclure? Bah, je conclus exactement ce que je veux, c'est-à-dire que l'ensemble des matrices dans Mn de C et l'ensemble des matrices diagonalisables dans C est dense dans l'ensemble des matrices coefficients dans C. Voilà, alors vous voyez que cette condition ne coule pas de nulle part, hein. C'est vraiment juste en se disant bah, à quelles conditions est-ce qu'on a les lambda dans la diagonale de t epsilon, à quelles conditions est-ce que ces lambda dans cette diagonale sont distincts, et si, enfin, sont égaux ou sont distincts. Et c'est grâce à ça qu'on peut se rendre compte de quelles conditions peuvent être bonnes à poser sur epsilon pour que les choses fonctionnent le mieux possible.
Bon voilà, alors j'aimerais m'attarder juste sur une application de ce résultat, en plus de la résolution que vous venez de voir. J'aimerais m'attarder sur aussi l'application concernant le théorème de Cayley-Hamilton. Car en effet, le résultat qu'on vient de prouver permet de prouver ce théorème. Donc application. Donc en effet, le théorème de Cayley-Hamilton je ne vais pas faire une résolution complète, mais j'aimerais juste en parler et donner une idée de la résolution. Donc, le théorème de Cayley-Hamilton nous dit que si M est une matrice dans Mn de R, pour n'importe quelle matrice dans Mn de R en fait, eh bien, le polynôme caractéristique est annulateur de la matrice. Donc, autrement dit, qui M calculé en M vaut 0. Et donc, c'est ça la probabilité de Cayley-Hamilton. Alors, comment on prouve ça ? On prouve ça de la manière suivante. On pense au fait que M, donc les différentes idées pour prouver ça, idée de preuve. Hop. Donc si je prends M une matrice dans donc Mn de C, je peux regarder l'application qui à M associe qui M de M. Et en fait, on peut s'assurer que cette application, elle est continue. Ok ? Donc comment on s'en assure ? On peut jouer sur le fait qu'on peut voir ce truc-là comme une composition, comme ceci. Et le fait d'avoir qui M, c'est un déterminant lié à la matrice. Donc le déterminant, ça va nous donner un polynôme. Donc celui-là va nous donner un polynôme dont les coefficients sont polynomiales en les coefficients de la matrice M. Donc c'est pour ça que passer de M à qui M c'est continu, passer de M à M c'est continu, donc on s'attend bien à ce que le couple, passer de M au couple, c'est continu. Et puis le couple vers lui c'est en fait l'évaluation. Hein. Donc si je prends un polynôme et une matrice, le fait de faire P de A, c'est continu également, il n'y a pas de souci non plus. Donc voilà, la continuité elle est bien vérifiée. Et puis, une fois qu'on a la continuité, on vérifie que pour toute matrice diagonale, qui D de D vaut 0. Et ça, c'est pas très difficile à vérifier parce que quand D est diagonale, si on note D1 jusqu'à Dn les éléments de la diagonale, en fait, qui D, c'est x moins D1 fois x moins dn. Okay. Donc sachant que mon polynôme caractéristique, je donne la formule que j'utilise moi, déterminant de x in moins la matrice, d'accord ? X in moins la matrice, c'est pour ça que je l'écris sous cette forme. Et donc, si je calcule un polynôme, donc ça c'est une propriété pas si difficile à vérifier, si je calcule un polynôme en D, en fait ça revient à calculer le polynôme en D1, en D2, sur tous les éléments de la diagonale en Dn. Donc ça c'est une propriété pas si difficile à vérifier parce qu'en fait quand on fait D puissance J, on va avoir D1 puissance J, D2 jusqu'à Dn puissance J. Okay, donc les multiplications par des diagonales se comportant très bien et sont stables par la multiplication. Donc on a ce résultat là et donc P de D1 ça fait 0, P de D2 ça fait 0, etc. Dans cet exemple. Donc le fait de montrer que dans les diagonales ça marche, pas de problème. Et puis ensuite, si je prends M diagonalisable, donc dans Dn de C, si je prends M diagonalisable, ce que je vais pouvoir dire, c'est que M s'écrit P, D, P-1, et en fait que qui M de M, en fait c'est la même chose que P fois qui D de D fois P-1. En effet, qui M de M, c'est la même chose que qui D de M. En fait, ça vient de là, parce que qui M égale qui D, à cause du fait que si on le scinde, en fait, les valeurs propres de la matrice permettent de décrire complètement quel va être le polynôme caractéristique. Donc vraiment, c'est une propriété pas si difficile à montrer. Okay, et ça vient en fait du déterminant en lui-même. Hein. Donc faire un changement de variable par un déterminant,
enfin faire un champ de variable, multiplier par des matrices à gauche à droite par le déterminant, quand on passe au déterminant, ça revient multiplier par le déterminant de P et le déterminant de P-1, mais ces deux déterminants en produit ça fait 1, donc il y a beaucoup de simplifications qui apparaissent. Donc oui, ça nous mène à ça, et qui D de D, on l'a dit juste avant, ça vaut 0. Donc ça veut dire que qui M de M vaut 0 pour toute matrice diagonalisable. Et si qui M de M vaut 0 pour toute matrice diagonalisable, et que de plus cette application est continue, bah en utilisant la densité, donc le résultat de l'exercice que nous venons de montrer là, nous voulons mettre en avant, eh bien on va en déduire que qui M de M vaut 0 pour toute matrice dans M de C. Voilà un résultat bien intéressant qui est une application assez directe du résultat de l'exercice que nous venons de voir. Donc voilà, alors bon, je vous ai proposé une résolution de cet exercice pas trop difficile. Il existe d'autres types de résolutions faisant appel aux résultants, au calcul de résultants de deux polynômes, qui font appel aussi aux matrices de Sylvester. Si vous voulez jeter un œil, ça peut être des notions peut-être intéressantes à les regarder. J'ai pas trop parlé de l'aspect des différents vocabulaires, des différents mots que j'ai utilisés, donc diagonalisable, dense et tout ça. Je vous laisse par vous-même revoir ou voir ces notions, redécouvrir peut-être ces notions. Je pense que voilà, là le but ici c'est pour éviter de passer trop de temps, je voulais vraiment passer directement à l'exercice, parce que l'exercice, il fallait un temps pour bien comprendre comment les choses fonctionnaient et pourquoi on fait une construction de telle manière et pas autrement. Ce qui n'est pas très évident à comprendre sur le moment. Donc c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je passe un peu plus de temps sur la résolution de l'exercice. Et puis je voulais vraiment parler de cette application, parce que ça c'est une application, c'est quelque chose qu'on utilise quand même assez souvent en prépa, donc voilà, je pense que c'est un truc, c'est un résultat assez intéressant. Et puis voilà, si vous avez, donc j'ai terminé, hein, si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire sur la vidéo, et puis sur ce, je pense que je peux vous dire à la semaine prochaine pour l'exercice de colle numéro 6. Voilà, allez, salut à tous!